Merci beaucoup, Dr Ganassia. Donc, c'est un énorme plaisir pour moi d'être là entre mes collègues et amis. Et c'est quelqu'un m'aurait dit il y a quelques mois que je présenterais une thématique sur l'intelligence artificielle, et ben, je serais restée un peu perplexe. Mais je remercie professeur Al-Khaour et tout le staff et le bureau de ce média pour ce challenge, et ça va me pouvoir un peu dépasser mes pensées. Donc, lorsqu'on parle d'échographie thyroïdienne, pour nous, autant qu'endocrinologues, c'est un outil quotidien, c'est un moyen qu'on aime tous, et on connaît ses limites, et c'est là tout le pouvoir de l'intelligence artificielle. Donc, mon plan sera comme suit. Je vais commencer rapidement par une définition, un point sur l'historique de l'intelligence artificielle, les différents schémas. J'aborderai rapidement les avantages de l'échographie thyroïdienne ainsi que ses limites et quel serait l'apport de l'intelligence artificielle. Et je partagerai avec vous une étude du service qui est en cours avant d'aborder les limites de l'intelligence artificielle et côté éthique avant de conclure. Je commencerai avant de partager avec vous la revue de l'ETA, volume d'été, qui est consacré de 3 grands chapitres pour l'évolution et les avancées en matière d'intelligence artificielle et échographie thyroïdienne, intelligence artificielle et anatomopathologie thyroïdienne, et finalement l'intelligence artificielle et son apport en matière d'ophtalmopathie basse de Vienne. Je pourrais parler de ce sujet sans aborder quand même quel est l'état de lieu de l'intelligence artificielle au Maroc. Je partage avec vous l'avis du Conseil économique, social et environnemental. Ce rapport m'a laissé un peu perplexe parce qu'au Maroc, la majorité de l'utilisation de l'intelligence artificielle s'axe sur les réseaux sociaux et le commerce. Alors, si on voit les secteurs qui pourront bénéficier le plus de cet outil, ça serait l'éducation, les secteurs publics et la santé. Je passerai rapidement pour aborder l'intelligence artificielle en médecine. Donc, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle en médecine, c'est un ensemble d'algorithmes. Et finalement, pour simplifier, l'algorithme, c'est comme une recette de cuisine. On a besoin de plusieurs ingrédients en entrée pour avoir une sortie ou un beau gâteau en sortie. Du coup, l'intelligence artificielle ou ces algorithmes nous permettent, autant que médecins, d'exploiter les données ou les databases pour avoir une médecine en 4P. La médecine qu'on cherche tous, la médecine de prévention, la médecine de personnalisation, la médecine de participatif et la médecine prédictive. Les schémas, on les connaît, et j'aime bien parler de l'historique parce que, personnellement, pour moi, l'IA, ça date d'hier, mais finalement, non. À travers l'historique, l'IA datait de 1950 quand même. Et le premier test qui était le Turing test, où on a essayé de voir est-ce que l'humain, il pourrait faire la distinction entre une conversation avec une machine et une conversation avec un être humain. Le deuxième point que j'aimerais bien aborder, que les études IA et thyroïde ont commencé bien avant, depuis quand même 1991. Donc, ça datait pas d'aujourd'hui. Et le troisième élément que j'aimerais aborder, c'est le côté éthique dont on commence à parler depuis 2018. Rapidement, pour distinguer le machine learning de deep learning que vous connaissez, j'ai essayé de faire ce tableau pour résumer un peu les choses, mais j'aimerais dire que le machine learning, il a besoin de l'humain pour extraire les données dans
l'algorithme ou le modèle, il va apprendre. Contrairement au deep learning, il n'a pas besoin de l'intervention de l'humain. Donc, c'est une machine qui extrait ses données et apprend d'elle-même. Il pourra même faire des feedbacks et apprendre de ses erreurs. Les big data, en machine learning, on a besoin seulement de milliers. Contrairement au deep learning, on a besoin de millions. Mais par contre, le temps d'entraînement du deep learning, il est plus lent que le machine learning. Deuxième point que j'aimerais partager, c'est que en médecine, on utilise surtout l'apprentissage supervisé. Donc, la machine, il connaît déjà les réponses qu'on attend d'elle. Ce sont des éléments qui sont labellisés. Et les algorithmes utilisés, c'est surtout des algorithmes de classification qui cherchent à prédire une classe, une catégorie. Lorsqu'on parle des algorithmes en matière d'apprentissage supervisé, il y en a plusieurs. Arrivons maintenant à notre outil quotidien qui est l'échographie thyroïdienne. Donc, on sait ses apports. C'est le gold standard avec une bonne sensibilité et une spécificité. Il permet la détection des petites lésions. Il permet de guider les gestes thyroïdiens et les thérapies interventionnelles. Il a un apport technique et un apport sécuritaire. C'est une technique qui est non invasive, comme on le sait. Et même, il a bénéficié dernièrement de certaines avancées, comme l'élastographies et l'échographie en 3D. Mais même s'il a tous ces apports, on sait malheureusement que ça reste un outil qui est opérateur dépendant, avec plusieurs variabilités d'interprétation. On pourrait même rater des diagnostics et on pourra avoir quand même un pourcentage de faux positifs et de faux négatifs. Comment l'IA pourrait aider dans ce contexte? Donc, ça a été prouvé à travers plusieurs méta-analyses que l'IA, il pourrait améliorer significativement la sensibilité et même l'air sous la courbe pour différencier les nodules bénins et malins. Donc, c'était une méta-analyse. Quand même, on a commencé par 1900 articles et finalement, on a inclus juste 28 articles au final. Et il y avait des éléments qui ressortaient comme des éléments qui pourraient améliorer significativement, par exemple, la performance diagnostique lorsque le nodule, il a une taille moins de 2 cm. Lorsqu'on parle d'IA, on parle aussi de radiomique. Et la radiomique, peut-être que vous en avez entendu parler, la radiomique, c'est une technique qui permet d'extraire automatiquement certaines caractéristiques quantitatives de l'imagerie. Donc, c'est pas une intelligence artificielle, mais il fait partie de son écosystème. Et on pourrait l'intégrer dans des modèles multimodaux qui permettra une stratification meilleure et des gestes inutiles. L'IA, il pourra automatiser des tâches répétitives, il pourra nous aider dans la détection de la zone d'intérêt, la segmentation des nodules, la mesure des diamètres et l'extraction de caractéristiques. Il nous pourrait aider autant que junior clinicien en matière d'échographie. Et la définition d'un clinicien expert en échographie, c'est un clinicien qui a une expérience qui dépasse les 3-5 ans avec au minimum 1000 échographies années. Il y a même des approches avancées comme l'utilisation des images en 3D dynamiques qui permettraient une meilleure visualisation du nodule thyroïdien. Donc, arrivons à notre projet qui est encore au stade embryon. Ce projet, c'est l'intelligence artificielle et thyroïde. Et on traitera à travers ce projet 4 volets d'intérêt. L'apport de l'intelligence artificielle en matière de nodules thyroïdiens, et j'exposerai certains résultats préliminaires dans ce sens. Comment l'intelligence artificielle pourrait améliorer le diagnostic des cancers thyroïdiens, l'intelligence artificielle et pathologie fonctionnelle, et on a choisi par exemple des algorithmes qui pouvant prédire la résistance au traitement tels que les hypothyroïdies réfractaires, et finalement l'intelligence artificielle et pathologie auto-immune. J'exposerai cette figure, c'est juste pour rappeler qu'il y avait peu d'études avant 2018 concernant l'échographie, la thyroïde, et l'intelligence artificielle. Et
les publications se sont succédées après 2018. Et si on pourra voir à travers cette figure, la majorité des publications se sont axées principalement sur les nodules thyroïdiens, avec des modèles qui sont valides, d'autres qui sont en cours de test et peu qui sont adoptés. Contrairement l'intelligence artificielle et cancer de la thyroïde ou pathologie fonctionnelle et auto-immune, où la majorité ils sont en cours de validation. Comme vous le savez, il y a plusieurs algorithmes valides et approuvés concernant l'échographie thyroïdienne. J'ai trouvé en moyenne 6 et j'ai opté vers la projection, le partage de 3, comme le CIMOOD technologie, qui permet la détection automatique de nodules thyroïdiens, la classification selon le système TI-RADS, génération automatique d'un worksheet, et ça a été approuvé par le FDA en 2024. Et ce que j'ai aimé lors du descriptif, c'est que ça nécessite une révision par un clinicien. Arrivons maintenant à notre étude qui s'intitule le Smart ETI-RADS. Donc, c'est un modèle pour la classification automatique des nodules thyroïdiens. Notre premier objectif était de développer et valider ce modèle Smart ETI-RADS en validation interne, et par la suite, notre prochain objectif sera sa validation en externe. Comment procéder? Donc, je partage avec vous notre méthodologie. Donc, c'est une étude rétrospective menée au service depuis 4 mois. On a inclus tous les patients âgés de 18 ans qui ont bénéficié d'une échographie cervicale au service où ils sont adressés pour un geste. On a inclus toutes les images de bonne qualité type DECOM et ces images étaient classées ETI-RADS 2017. Deuxième étape, c'était l'étape d'extraire les données et c'est une étape qui est très importante. Donc, l'extraction des données, on a extrait la forme du nodule, les contours, l'échogénicité et la présence de microcalcifications. Tout cela est bien, mais avant d'aborder la troisième étape, qui est l'entraînement et le test du module, on a besoin d'un pré-traitement de nos données, qui est une étape qui est vraiment cruciale pour tout projet d'intelligence artificielle. On commence tout d'abord par la lecture et l'étiquetage des données. Par la suite, c'est l'étape de recadrage pour supprimer toutes les annotations et les informations visuelles inutiles. On sera obligé aussi d'aborder l'uniformisation des niveaux de gris pour simplifier le traitement des images en mettant toutes les images sur la même échelle de contraste et de luminosité. Par la suite, c'est l'étape de redimensionnement. Pourquoi? Parce que toutes les images devraient avoir la même taille en entrée. Et l'étape finale, c'est l'augmentation des données. Pourquoi l'augmentation des données? Comme vous voyez sur ce tableau, avant l'augmentation, on avait un déséquilibre entre les différentes classes ETI-RADS. Et ça, c'est pas une bonne chose parce que le modèle, il va être obligé de connaître ou de surapprendre des classes par rapport à d'autres. Donc, l'étape d'augmentation des données est très importante dans ce cadre. Après avoir pré-traité les images, on a réparti la database entre 80% pour entraîner nos modèles et 20% pour les tester. On a choisi 5 modèles de machine learning et par la suite, l'étape cruciale, c'est d'évaluer leur performance. Donc, on sera obligé d'évaluer certaines métriques comme l'exactitude, la prédiction, le F1 score qui est une moyenne harmonique entre la prédiction et la sensibilité et ça permet d'augmenter la précision dans les petits échantillons, la spécificité et l'air sous la courbe. La quatrième étape, c'est la validation en externe et c'est une étape qui est très cruciale parce qu'on sera
obligés de confronter ce modèle par rapport à l'interprétation de nos collègues ou confrères cliniciens expérimentés en échographie. Et dans ce cadre, on parlera d'un modèle qui est exact ou précis lorsqu'on aura un pourcentage de plus de 90% d'exactitude. Donc, jusque-là, on a pu recruter 1008 patients avec 2600 images. Et concernant les données, après avoir entraîné et testé nos modèles, on a soulevé que le modèle qui était le plus robuste, le plus performant, comme vous voyez sur cette slide, était l'Extra 3 par rapport aux autres modèles. Et lorsqu'on parle de la courbe de Rock, ce modèle a pu distinguer d'une façon très exacte les ETRAT 2 et 5 parce que c'était l'air sous, la courbe était presque de 1 comparativement aux autres classes ETRAT. Conclusion de notre étude, l'approche adoptée montre que les modèles machine learning peuvent efficacement discriminer les classes ETRAT. Toutefois, les modèles restent sensibles à la qualité et la diversité des données. Et on reconnaît que notre étude est monocentrique avec quand même jusqu'à maintenant 2600 images et par la suite, c'est l'étape de validation externe. Il y a des améliorations futures pour notre étude qui pourraient inclure l'utilisation de modèles deep learning. Rapidement, j'aborderai le côté éthique et les limites de l'intelligence artificielle qui me tient à cœur autant que clinicienne. Donc, bien sûr qu'il y a des limites pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a besoin d'une database qui est très diverse et grande de taille pour avoir des logiciels qui sont robustes. Le type d'annotation des images ou la qualité des images est très importante. Les méthodes utilisées pour entraîner le modèle et la performance de l'IA. Est-ce que c'est un modèle qui est performant ou pas? Lorsqu'on parle du côté pratique, bien sûr, lorsque j'intégrerai l'intelligence artificielle dans un échographe, j'aimerais bien savoir, est-ce que je vais gagner en temps? C'est une chose qui est importante. Est-ce que c'est facile à intégrer dans un PACS? Le coût du logiciel. Et finalement, s'il y a un logiciel qui a été approuvé par le FDA, ça me réconforte autant que clinicienne. Finalement, même si les algorithmes sont approuvés par le FDA, ils ne remplaceront pas l'expertise du clinicien. Les résultats doivent être revus et validés par un médecin. Les performances peuvent varier selon les équipements, la qualité d'image et même il y a certains algorithmes qui ne traitent que les nodules qui ont une taille supérieure à 1 cm. Rapidement, la partie éthique, c'est quelque chose qui est très importante. Lorsqu'on parle de souveraineté territoriale, il y a la souveraineté aussi des données et il y a un projet de Maroc Cloud pour avoir une conservation des données au niveau national qui verra le jour d'ici 2030, Inch'Allah. Donc, j'arriverai à la fin de ma présentation pour dire que l'échographie thyroïdienne demeure l'examen de référence pour l'évaluation des nodules thyroïdiens. Néanmoins, il y a plusieurs limites qu'on doit reconnaître. C'est opérateur dépendant, c'est subjectif, avec une variabilité interopérateur. De ce fait, une synergie intelligente entre l'œil de l'expert, du clinicien et la puissance analytique de l'intelligence artificielle trouve toute sa place. Nos résultats préliminaires ont montré que le modèle type machine learning peuvent efficacement discriminer les classes ETRAT à partir d'images échographiques, mais il y a certaines limites à améliorer et l'enjeu est toujours de développer des systèmes validés, éthiques, qu'on pourra intégrer dans notre pratique clinique. Finalement, j'aborderai cette interrogation
l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer l'intelligence humaine, malgré qu'il y a certains partisans qui sont contre et qui disent qu'on doit parler plus d'apprentissage machine? Eh ben, je terminerai par cette citation de Mark Zuckerberg et Bill Gates pour dire que nous entrons dans un monde où nous apprendrons à coexister avec l'IA. Donc, être ses collaborateurs et finalement, nous devrons être attentifs à son développement et veiller à ce qu'il soit aligné sur les meilleurs intérêts de l'humanité. Je finirai par remercier toute l'équipe qui a participé ou qui participe encore à ce projet. Il y a le professeur Alfar, qui est un professeur de sciences à la faculté d'Al-Meraz, et sa doctorante, Madame Lebkiri, et il y a le staff de service et principalement le docteur Belrazi et professeur Safi et ses présents pour leur implication dans ce projet. Et je vous remercie.